matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et donc je suis très heureuse de recevoir le professeur Maffesoli. Bonjour professeur. Bonjour, Et merci, merci d'être avec nous, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de nombreux ouvrages. Mais aujourd'hui, on va revenir sur celui-ci, L'Ordre des choses, qui est une réédition, c'est bien cela, qui date de 2014. Avant, c'était aux éditions du CNRS. Et vous critiquiez, on va dire, vous développiez déjà le rationalisme désuet, l'économicisme triomphant et le progressisme incantatoire. Et vous donniez une réponse à ces critiques. Et alors, la première question que je souhaitais vous poser, c'était quelle évolution entre 2014 et aujourd'hui, 10 ans plus tard? Oh, pas grand-chose, vous savez. Moi, je vous prie de m'en excuser, je ne suis pas journaliste, donc j'essaie de travailler sur la longue durée. Ah oui. Et moi, il me paraît que ce que j'indiquais à ce moment-là, on en trouve l'expression, ça se réalise, si je puis dire. Mais pour tout vous avouer, ma critique puisque vous avez dit que j'ai écrit beaucoup de livres, peut-être beaucoup trop finalement, mais ma critique du progressisme date de fort long. Il y a fort longtemps que j'avais fait cette critique, puisque c'était dans ma thèse d'État en 1978, pour dire les choses, et c'est paru d'ailleurs dans un livre qui va être réédité bientôt, puisqu'il y a pas mal de rééditions, où je montrais que dans le fond, ce qui avait été la grande marque de la modernité, c'était cette espèce de conception: demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent. Oui, c'est ça. En quelque sorte, ce qui a fait que cela a été dit par des bons esprits comme Carl Schmitt ou comme le philosophe Levitt, qui montrait que dans le fond, ce qui s'est passé dans la philosophie de l'histoire au 19e siècle, c'est qu'on avait sécularisé le grand messianisme judéo-chrétien. Oui, exactement, c'est ce que vous mettez dans votre livre. On est passé de la promesse du paradis à une promesse plus terrestre, plus matérialiste. Du paradis terrestre. Oui, c'est ça. Voilà, donc moi, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Il se trouve que je faisais à l'époque une critique de ce mythe du progrès. J'avais fait exprès de dire mythe, pour montrer que c'était une vraie mythologie. Et c'est devenu une réalité où on a cru qu'on arriverait à la société parfaite. Alors que pour ma part, je dirais ce que le bon sens constate, ce que l'histoire nous oblige à reconnaître, c'est que au-delà de cette espèce de linéarisme, le fameux progressisme, encore une fois, eh bien, il y a des époques, voilà. Et quand je dis époque, je rappelle que l'époque, ça signifie parenthèse. Donc une parenthèse s'ouvre, une parenthèse se ferme, et que nous sommes en train de voir la fin de la parenthèse moderne, dont le cœur battant, dont l'élément essentiel était ce progressisme, qui fut un progressisme, je dis deux adjectifs, qui fut un progressisme bené en son début, et qui est devenu un progressisme destructeur, c'est-à-dire les saccages écologiques sont là pour le montrer en quelque sorte. Et il me paraît que quand je dis l'ordre des choses est en train de revenir, et nous en discuterons, des valeurs que dans ce progressisme on avait cru dépasser, des valeurs de tradition. Donc, en vous suivant, on comprend bien qu'on est entre deux époques. Dans quelle nouvelle ère entrons-nous et dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Vous avez une analyse toujours intéressante, mais vous dites qu'on est notamment dans un retard épistémologique où finalement on pense encore avec nos références modernes dans la nouvelle société qui est déjà en train de se construire. Oui, alors, puisque vous le précisez, moi je dis qu'entre une époque dure 4-5 siècles. Entre deux époques, il y a des périodes, quelques décennies. Nous sommes dans cette période qui est un peu crépusculaire, c'est-à-dire qu'on est en train de pressentir ce qui est en train de s'achever. On va y revenir, ces valeurs modernes. La fin d'un monde. Voilà, la fin d'un monde. En même temps, pour moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Oui. C'est un de mes adages, je répète ça souvent. Et en même temps, il y a toute une série d'autres valeurs qui sont en gestation. Le problème par rapport, pour vous répondre précisément à votre question, c'est que dans ces moments, dans ces périodes intermédiaires, comment dire cela? Il y a un désaccord très fort entre les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Voilà ma définition des élites, politiques, journalistes, maintenant on dit plus intellectuels, on dit experts de tout genre, enfin, etc., peu importe. Parce qu'il n'y a plus d'intellectuels, justement. peut-être. Oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, vous en faites partie, mais bon, en effet, ils sont rares. Ça baisse. Les générations avant la mienne, je vais faire paraître, figurez-vous, au mois de février, je serai heureux d'en parler avec vous, mes mémoires, où justement, je raconte que moi, jeune professeur à la
Sorbonne qui je voyais à l'époque, Lévi-Strauss, Oui. Foucault, Deleuze, etc. Et que là, maintenant, j'en trouve plus trop de cet acabit. Non, peu importe. Mais vous voyez, ce qui me paraît important, c'est que dans ces périodes-là intermédiaires, il y a ce décalage entre la société officielle, les élites, qui restent sur ces valeurs modernes, individualisme, progressisme, rationalisme, et puis, le peuple. Et de mon point de vue en particulier, les jeunes générations, puisque j'ai beaucoup travaillé dans mon centre sur les changements de valeurs, c'est ces jeunes générations qui ne sont pas simplement, je dirais, la société de demain, mais qui sont déjà la société d'aujourd'hui. Et ces jeunes générations, ou disons le peuple, si vous voulez, ne se reconnaît plus dans ces valeurs modernes. Et c'est quand même intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Bon, c'est pas mon domaine, mais d'un point de vue électoral, on a appris ce qui s'est passé en Autriche ce dimanche dernier, qui va être critiqué, etc., mais qui est tout simplement, je dirais, la réponse du peuple à quelque chose qui n'accepte plus. Des valeurs imposées par en haut d'une manière verticale. Alors, on va aller sur le monde qui se profile, puisque c'est évidemment votre sujet, mais d'abord, sur ce décalage entre la société officielle, l'élite, et puis, on va dire, la société du réel. La société officieuse. Vous l'expliquez, ce décalage, par le concept de vérité, le fait que chacun a une vérité différente. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Disons qu'il n'y a plus une seule vérité. Voilà, ce qui avait été la grande marque, alors disons, ce qu'on appelle les temps modernes, c'est l'individualisme cartésien. Je pense. C'est la philosophie des Lumières, du XVIIIe siècle. C'est les grands systèmes hegeliano-marxistes du XIXe qui vont en quelque sorte contaminer la conception que l'on peut avoir du monde. Et c'est ceux-là qui, d'une certaine manière, continuent à exister dans ce que j'appelle la société officielle, dans les institutions. Oui. Voilà. Mais cela se passe chaque fois qu'il y a une fin d'époque. C'est pas la première fois qu'il y a un décalage. Quand on regarde la Rome, la Grèce antique, la fin du Moyen-Âge, on retrouve toujours quelque chose comme ça, la fin de la Renaissance, vous voyez, des moments de tension entre, encore une fois, ce qui est officiel, ce qui est institué, disons, le pouvoir, et puis ce qui pousse. Oui, mais alors, vous avez expliqué comment penser, entre guillemets, quelle était la vérité de cette élite, mais alors, comment pense ce peuple qui se sent, qui sent les choses différemment aujourd'hui? Comment ça se fait qu'on ne parle plus le même langage? Parce que tout simplement parce que je considère qu'il y a une sagesse populaire. Voilà, mais qui vient d'où? Parce que vous l'expliquez dans le livre. Oui, c'est mon propos depuis de longue date, qui vient un peu, je dirais, des racines profondes. Pour dire bref, le mot, moi, que j'emploie souvent, que je vais employer de plus en plus d'ailleurs, c'est l'idée de tradition. C'est-à-dire que ce qui avait été le propre du progressisme, alors si je le dis d'une manière un peu savante, c'est la grande idée hegelienne du dépassement. Orphébon, on va dépasser ceci, pour arriver à une perfection future. Tandis que, de mon point de vue, ce qui est en jeu actuellement, c'est le retour spiralesque de valeurs que l'on avait cru dépasser. Or, je le dis tradition, c'est ce que certains, moi je suis de ceux-là, à l'opposé du progressisme, appellent la philosophie progressive. Et l'idée de philosophie progressive, c'est qu'on considère qu'il y a une mémoire immémoriale, un support qui constitue la vie en société, et que c'est cela qui est en train de renaître. Je vais le dire sur un point, deux mots très simples. Ce qui avait été la grande caractéristique du XVIIIe siècle, c'est les droits. Droits de l'homme, c'est-à-dire l'universalisme de certains droits qui sont construits d'une manière très rationnelle. Et de mon point de vue, ce qui est en train de revenir, c'est le devoir, les obligations. Il y a une grande dame de la pensée, moi, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Simone Weil, la philosophe, j'entends, et elle a écrit un livre qui est plus ou moins connu, mais enfin qui est pour moi important, L'enracinement. Et c'est elle qui montre bien, en quelque sorte, comment, d'une certaine manière, à certains moments, revient cette idée c'est elle qui emploie le mot obligation. Non pas simplement les droits, mais les devoirs. Et de diverses manières, ce qui me paraît être le propre de cette sagesse populaire, puisque c'est de là dont on est parti, eh bien, c'est qu'il y a retour
de ses devoirs, de ses obligations, alors que l'élite, gauche et droite confondues, de ce point de vue, reste encore sur ces vieilles lunes, que j'appelle moi vieilles lunes un peu modernes, les droits de ceci, les droits de cela, le wokisme en est à bien des égards l'expression achevée. Le genre, le sexe, la peau, machin chose, où on va universaliser une particularité, mais dans le fond, cela reste dans cette idée-là, encore une fois, de progressiste, etc. Alors voilà pour moi ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est d'une manière plus ou moins consciente d'ailleurs, mais quelque chose qui, dans ce que j'appelle la sagesse populaire, est ce retour des obligations, le retour en quelque sorte, oui, des racines. Alors on va revenir sur le terme de racine, mais vous développez aussi dans cette rupture entre, encore une fois, une élite et la société officieuse, comme vous dites, donc disons le peuple. Vous développez le fait que finalement ce peuple est lui, il accueille ses émotions ou son affect, ce qui n'est pas le cas d'une élite qui finalement s'est fermée à cette entre guillemets vérité-là. Oui. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que souvent, on a l'impression que cette élite aujourd'hui n'arrive pas à voir ce que les autres voient ou n'arrive pas à ressentir. On revient sur le sentiment d'insécurité, on peut donner des exemples concrets. N'arrive pas à ressentir ce que les autres ressentent. Et là, cette rupture, vous l'analysez. Oui, en gros, vous avez raison d'insister là-dessus. Ce qui a été ma critique de longue date par rapport aux valeurs modernes, c'est que le repose essentiellement, j'ai dit tout à l'heure, le je pense cartésien, cogito ergo sum, et puis ce qui s'est développé au XVIIIe, c'est-à-dire le rationalisme. Bien. Encore une fois, moi je considère qu'il faut garder la raison est une de nos spécificités de notre espèce animale, mais qu'à côté de la raison, il y a l'essence, il y a les affects, il y a les émotions, il y a les passions. Voilà ce qui est, je dirais, un substrat profond. Vous voyez. Et tenez, puisque moi je lis beaucoup et je considère qu'il est important de rappeler saint Thomas d'Aquin, qui a insisté dans toute son œuvre philosophique et théologique sur le fait qu'il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Vous voyez, le sensualisme. Alors c'est cela. Moi, il me paraît qu'actuellement, il y a ce retour disons-le tout net, de ces affects, de ces passions, de ces émotions, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, chaque fois. Mais ce que l'élite ne veut pas prendre en compte, retenons ce mot que l'on emploie de plus en plus et qui me paraît important, l'émotionnel, qui décrit véritablement une ambiance dans laquelle la société se structure. C'est un peu un ciment. Vous voyez, la vraie éthique, l'éthos, c'est le ciment. La vraie éthique, c'est prendre en compte, je ne dis pas dans leur totalité, mais prendre en compte les passions, les affects, les sentiments. Voilà une vérité aussi. Vous voyez, c'est pas simplement la vérité purement rationaliste, mais les deux en fait. En gros, pour tout vous dire, un de mes livres s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Vous voyez, c'est raison sensible, c'est-à-dire ne pas nier la capacité de raisonner qui est la nôtre, mais en même temps ne pas oublier qu'il y a cette dimension de sensibilité, affect, émotion, etc. Voilà, la raison sensible. C'est une espèce de conjonction, une coïncidence de choses opposées, alors que la grande tradition moderne, encore une fois, celle qui est au pouvoir, celle qui est officielle, reste purement et simplement sur la dimension rationnelle ou simplement rationaliste et évacuant le reste. Vous voyez, par exemple, moi je dis d'une manière amusée ou amusante, vous vous souvenez peut-être comment on a accordé le 1% culturel. Voilà, le 1% culturel, c'est-à-dire un petit truc que l'on donnait pour la culture, pour le spirituel, ou tous ces éléments-là. C'est un signe intéressant de voir que ont marginalisé. Alors que de mon point de vue, il y a retour en force de ces dimensions émotionnelles. Voilà un peu ce changement qui me paraît être en jeu actuellement. Je pense que c'est en effet fondamental pour comprendre ce qui se passe en ce moment. On a vraiment du mal parfois à se dire mais comment ça se fait qu'ils ne ressentent pas comme nous, qu'ils ne comprennent pas comme nous, qu'on ne parle plus le même langage. Je sais que vous avez bien le terme du mot logos. Et que finalement, là, vous nous donnez une clé de compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des mêmes choses. En fait, on ne parle même plus le même langage. Et en fait, cette élite s'est refermée sur une raison insensible, donc un rationalisme qui, je pense, comme vous le disiez, c'est certainement éclairé au départ, mais le fait de ne plus avoir ce lien, cette racine, cet enracinement, peut partir très loin et se déconnecter complètement du réel. Actuellement, il y a une vraie déconnexion, soyons clairs, une abstraction. Et la situation actuelle, en particulier en France, montre bien, si vous voulez, que ce décalage entre un monde politique dont on ne comprend plus rien, auquel on ne
comprend plus rien. Et puis, un peuple qui ne s'intéresse plus du tout à ça. Vous voyez, prenons un exemple d'ailleurs très simple pour en rendre compte, l'abstentionnisme dans les élections. À quoi il faut ajouter ce qu'on ne fait jamais, les non-inscrits sur les listes électorales, 5 ou 6 millions de personnes. Alors si on additionne l'abstentionnisme, la non-inscription, vote blanc, vote nul, actuellement, un élu, quel qu'il soit, représente 10% de la population. Ce n'est plus dans la représentation démocratique, on n'est plus dans l'idéal démocratique qu'analysait Hannah Arendt. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a ce décalage, encore une fois, entre ces élites qui restent sur ce vieux truc de l'idéal démocratique qui n'est plus concrètement à l'œuvre, et puis qui ne comprennent pas ce que j'appelle personnellement, moi, l'idéal communautaire. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le temps des tribus », qui était un peu une provocation pour rendre attentif au fait que qu'on le veuille ou non, il y avait l'émergence de ces tribus, et ces tribus se structurent, vous voyez, retenez cette idée, se structurent justement sur l'affect partagé, sur les émotions, les passions, etc. Vous voyez, et c'est ça, moi, qui me paraît important, et c'est ça qui fait qu'il y a cette espèce de décalage, de déconnexion absolue entre une élite désincarné, si je puis dire, et puis un vécu quotidien, puisque moi c'est le quotidien qui m'intéresse, c'est là que se passe la vraie réalité de la vie, qui ne se reconnaît plus justement dans cette abstraction. Vous voyez, pour le dire, tenez, en des termes simples, historiques, je le dis simplement, c'est pas ma compétence, mais dans la cité grecque, c'est-à-dire là où s'élabore la démocratie, seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. Oui, c'est-à-dire la cité. Oui. Voilà. Mais actuellement... Et d'ailleurs, pardon, mais en droit, on dit gérer un bon père de famille. Il fallait d'abord être un bon père de famille avant de gérer le foyer, vous voyez, etc. Actuellement, on a une classe politique, en particulier en France, pas forcément ailleurs, mais en tout cas en France, qui ne savent pas ce que c'est manger, s'habiller, habiter, vous voyez, des choses qui sont de base. Avoir des enfants. Voilà, par exemple. Enfin, le foyer constitue un foyer tutti quanti. Donc voilà, c'est cela qui me fait que, de mon point de vue, encore une fois, ce n'est pas, soyons clairs, pour moi ça arrive chaque 3-4 siècles, cette déconnexion entre quelque chose qui est en train de finir et quelque chose qui est en train de renaître en gestation. Et pour moi, voilà, il faut penser, ça a été mon travail sur la longue durée, cette post-modernité en gestation, je dis bien en gestation, et ça se fait dans la douleur, la crainte, le tremblement, etc., puisque c'est toujours embêtant quand on quitte quelque chose que l'on connaît et puis on va vers quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ce que j'essaie d'analyser, et c'est là où je dis, il y a un ordre des choses. Et reprenons cette idée, moi, qui m'est chère, qui était d'ailleurs l'oxymore que j'ai proposé tout jeune dans ma thèse d'État, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire que la plante humaine, tout d'un coup, c'est ça l'ordre des choses. Se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Oui. Elle a besoin de racines et elle monte vers le haut. Et dynamique, excusez-moi, j'aime les étymologies, en grec, dynamis, c'est la force. Et donc, enracinement dynamique, c'est à partir de ces racines qu'il y a une force qui permet de croître, dans le sens simple du terme. De mon point de vue, on me qualifie d'optimiste, c'est pas vrai, moi je suis réaliste, il me paraît que c'est ce qui est en jeu chez ces jeunes générations, chez le peuple en général, et c'est ce qui fait qu'il y a un décalage très fort qui va se manifester de plus en plus au travers, il faut en être conscient. J'avais écrit un livre sur l'ère des soulèvements, je crois que j'en avais parlé avec vous, enfin voilà, donc c'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus, je dirais, cette espèce des effets de cette déconnexion. Alors, depuis les Gilets jaunes jusqu'au convoi de la liberté, le fait que ces jeunes manifestent ici ou là pour tout et n'importe quoi, peu importe en la matière, pour moi, ce sont dans le sens simple du terme des indices, index, ce qui pointe. Mais justement, jusqu'où va aller cette révolte populaire de cette société officieuse si elle n'est pas entendue par une élite qui n'arrive plus à l'entendre et à la voir ? C'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre la classe médiatico-politique, soyons clairs, médiatico-politique, c'est-à-dire que là, il y a une espèce d'endogamie, ça couche ensemble, si je puis le dire d'une manière un peu triviale. Voilà, il y a cette endogamie, et puis des gens qui n'écoutent plus la télé, qui ne regardent ou qui ne s'intéressent pas à la presse écrite, je veux dire, la presse subventionnée a de moins en moins d'influence, on n'ose pas le dire ça, mais c'est évident.
évident. Voilà. Par contre, et voilà un embryon de réponse, parce que moi j'ai pas de vraie réponse, mais un embryon de réponse à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se passe dans les forums, les blogs de discussion, etc. Ce que fait Toxin, par exemple, est pour moi un des éléments, un des éléments pas négligeables, vous voyez, c'est-à-dire que c'est là qu'est en train, je dirais, peut-être de se recréer une nouvelle élite. Soyons clairs, pour moi, chaque société a besoin d'élite. Quand une élite est en perdition, une autre va naître. Voilà. Mais cette autre, elle se fait à bas bruit. Vous voyez, Nietzsche avait cette belle formule, les vraies révolutions avancent au pas des colombes, à bas bruit, on n'entend pas, etc. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un processus de sédimentation, voilà ma vraie réponse. Vous voyez, un processus de sédimentation. Si je sale ou je sucre un verre d'eau, on ne voit pas. Et c'est le dernier grain qui fait qu'on voit que le verre d'eau est saturé. Oui. Voilà. Il y a une saturation. Pour moi, il y a un mécanisme de saturation qui est en cours actuellement, et quand même maintenant ça devient évident de plus en plus, si vous voulez, qu'il y a un type d'insatisfaction qui s'exprime, je dis bien, alors révolte, insurrection, je rappelle ce qui a existé au Moyen-Âge, les jacqueries, quand tout d'un coup on ne se reconnaissait plus dans ce qui était censé et qui représentait le pouvoir sous ses diverses modulations. Vous voyez, on pourrait s'amuser à trouver des quantités d'exemples historiques qui montrent qu'il y a régulièrement ce processus de saturation. De mon point de vue, nous sommes dans un de ces moments. Donc finalement, on est dans cette période intermédiaire. Mais ce qui est intéressant aussi, vous nous dites, on est déjà en train de créer la nouvelle époque, la nouvelle ère, on va dire. Vous parlez de création d'une nouvelle forme d'élite, voilà, d'une nouvelle façon de penser, qui est en train de croiser le chemin de celle qui est en pente descendante, finalement. Moi, je le pense. Oui, c'est vraiment intéressant de se dire que c'est pas une révolte tabula rasa et on commence à zéro. Non, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est quelque chose de progressif. Il y a une multiplicité, d'une part, la progressivité, pas le progressisme, Oui. la progressivité, philosophie progressive. Vous voyez, pour le dire de manière très simple, le progressisme, c'est la flèche du temps. C'est Hegel, Marx, etc. La progressivité, c'est ce que j'appelle, moi, la métaphore que je donne, c'est la spirale. C'est-à-dire qu'on voit revenir, par exemple, si je prends mon image de la tribu, c'est pas la tribu telle qu'on l'analysait les ethnologues, mais c'est voir revenir ce plaisir d'être ensemble, plus Internet. Ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Ça veut dire démultiplication des effets, archaïque, non pas dans le sens de ce qui est dépassé, arché en grec, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier. Plus le développe, plus Internet. Pour moi, je me suis amusé à montrer que Internet, c'était la communion des saints postmodernes, c'est-à-dire cette espèce de liaison qui fait que, par exemple, quand il y a la communion des saints, l'Église catholique émerge contre les autres cultes à mystère qui existaient au 3e, 4e siècle. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Vous voyez, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, d'une manière souterraine, secrète, cachée, il y a une alternative qui est en jeu actuellement. Alors, vous parlez des communautés qui vont se rassembler au niveau du numérique. Est-ce qu'au niveau local et réel, justement, vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui est en train de s'organiser ? Moi, je suis frappé de ça, vous voyez. Excusez-moi, je peux vous le dire à titre tout à fait personnel. Je suis d'un petit village Cévenol, dans le sud de la France, Graissac pour ne pas le nommer, et j'y suis fréquemment. Et du coup, je vois ma parentèle, mes amis, je dirais les gens avec qui je discute. Voilà, ça, c'est la France profonde, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait où je vois ces formes de solidarité, d'entraide, de générosité. Et les mots que je viens d'employer sont des mots, on va dire, archaïques. Or, ce sont ces mots qui sont développés sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit, entraide, générosité, partage, vous voyez, des termes de cet ordre qui ne sont plus simplement économicistes, qui ne rentrent pas. Alors, moi, je considère que c'est vraiment totalement loufoque, enfin, en tout cas, un des signes de cette abstraction, pouvoir d'achat, inflation. On s'en fout de ça. Oui, c'est vrai. Enfin, ça ne parle pas, en fait. Ça ne parle pas à notre cœur, ni à nos porte-monnaies, d'ailleurs, directement. Alors que les termes que je viens d'employer, moi, je vois encore une fois un de mes voisins, quand il y a 2 ans, là, cette espèce de truc où les gens étaient confinés, etc.,
J'entends telle voisine disant dans la rue, j'ai plus rien, je ne sais pas ce que je vais faire. L'autre voisine dit, viens manger chez nous ce soir. Vous voyez, c'est un peu, c'est simplet ce que je dis, mais il n'en reste pas moins que ce sont pour moi des petits indices, vous voyez, de cette nouvelle structuration. En termes un peu plus sophistiqués, j'appelle ça l'idéal communautaire en gestation. Oui, alors bien sûr, bien sûr, ce ne sont pas les bobos parisiens qui vont dire cela. Ce qui fait un peu la bien-pensance, un peu de gauche du moment, soyons clairs. Mais il n'en reste pas moins que si on sait un peu renifler ce qui est en train, je dis bien renifler, ce qui est en train de se passer à la base, eh bien on voit bien qu'il y a ce que j'appelle cette synergie-là qui est indéniable et qui va se développer de mon point de vue. Merci beaucoup, professeur Maffesoli, qui dit bien renifler, non sniffer. C'est peut-être la différence aussi entre l'élite et le peuple officieux. Merci encore, professeur Maffesoli. Je rappelle l'ordre des choses aux éditions du CERF et donc la fin du progressisme annoncée depuis bien longtemps. Vous le rappeliez, professeur Maffesoli. Merci encore.